Bon, alors, vous allez bouger, pas rester assise. Toi, tu viens de je ne sais où, parce qu'on est tous là piqués à attendre que la scène commence. Et c'est la meilleure façon de jouer comme vous êtes en train de le faire. Toi, ça allait pas mal au début, mais après, c'est boum, boum, boum. Quand les gens sont pas bons, ils entraînent les autres. C'est comme le truc des dominos. Alors, va te balader, reviens. Vous vous mettrez en place quand vous voudrez, et puis ça bougera un peu la scène. Non, toi aussi. Recommencer, puisqu'il y a des gens qui disent silence quand on tourne. Non, mais bravo. Et le bruit, on peut en avoir de temps en temps du bruit. On tourne toujours, on dirait qu'on est dans un tombeau. On peut très bien avoir du bruit quand on tourne. Bon, on recommence, pardon. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Good. That's it. Breathe. Maybe you should drop dead, you selfish cunt. You ever think about your kids? Or your grandkids? Huh? Sucking up their inheritance through that fucked oxygen tube? And Benny's fucked intensive care? You fucks, I hate you. I hate you both. I should fucking both. Just right now, I should fucking kill you fucking both! You're the fucking reason this country's going down the drain. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour notre émission estivale consacrée à ces objets remplis de mots qui remplacent les images. J'ai nommé les livres consacrés bien évidemment au cinéma, un peu tardivement peut-être cette année. Il fallait bien un peu le temps de les lire. Exactement. Tu me disais à hors antenne qu'il aurait fallu compter le nombre de pages et putain, Dieu sait qu'on en a bouffé du mot quoi. Et au bout d'un certain temps, ça fait des phrases, et après ça fait des chapitres, et ça fait quand même un paquet de trucs. Et autant de temps qu'on a perdu pour qu'on n'a pas regardé de film, quoi. Non, chaud, heureusement, dans certains d'entre eux, il y a quelques illustrations quand même. Ouais. On n'est pas trop des salauds. Alors, c'est pas le cas pour le premier livre dont on va causer. Vous allez avoir la surprise au fur et à mesure de l'écoute de cette émission. Et c'est moi qui me lance. On a fait une petite sélection quand même. On n'a pas sorti tout ce qu'on a pu lire. On n'aura pas le temps d'ailleurs. Il y a certains livres dans notre pile là qui vont peut-être être juste mentionné en fin d'émission parce qu'on en a 7 ou 8 là quand même devant nous. J'y vais assez rapidement donc sur le premier qui est aussi celui que je n'ai pas terminé, j'ai pas eu le temps, on peut pas déconner, j'en suis à 300 pages et c'est passionnant, c'est même juste pour les 300 premières pages, de toute façon c'est génial, c'est le Maurice Tourneur, réalisateur sans frontières de Christine Leteux qui est sorti... Le bouquin idéal à lire à la plage. Mais franchement... Et là vous avez la classe, si vous lisez ça à la plage... c'est Actes Sud qui sort ça et encore une fois parce qu'on avait déjà parlé d'eux l'année dernière pour cette même émission puisqu'ils avaient sorti une biographie exemplaire sur Sam Peckinpah. Avant ça on avait eu le droit à la biographie sur Sergio Leone, il y a eu John Ford bien évidemment, il y a eu Hawks, il y a eu La Parade est passée qui est plutôt important et que je conseille de lire avant d'ailleurs le livre sur Maurice Tourneur. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais donc les éditions d'Actes Sud, je commence à devenir de plus en plus confiant quand même sur le travail qu'ils fournissent. Là, je me retrouve avec le même genre de biographie que j'avais adoré avec Peckinpah par exemple, avec Ford surtout, qui est un petit peu celle de McBride, la bible des meilleurs bouquins de cinéma que j'ai pu lire.
qui représente tous ces livres-là, des années de travail, en fait, de recherche. Maurice Tourner, en cas encore plus particulier, parce que la majorité de ses films ont disparu du temps du muet. Donc, c'est vraiment beaucoup de recherche. Et elle a travaillé, justement, Christine Leteux, beaucoup avec Kevin Brownlow, qui avait écrit La Parade est passée, donc, et aussi un ouvrage exemplaire, lui aussi, sur David Lean, qui attend d'être édité et qui aurait tout à fait sa place chez Actes Sud. Et si je disais que voilà, ça valait peut-être le coup de lire La Parade est passée avant, c'est qu'en effet, le livre de Brownlow revient beaucoup sur ce qu'était le cinéma muet, sur comment on les montrait, sur les conditions de tournage, sur ce qui était possible ou pas, tout un tas de choses. C'est vraiment un livre assez merveilleux. Et Christine Leteux, elle va parfois ne pas expliquer certaines choses. Donc si on n'a pas les connaissances un petit peu, même si c'est vague, de ce qu'était le cinéma muet, de ce qu'on pouvait faire, on ne se rend pas forcément compte du travail fourni par Maurice Tourner. Ce qui est génial, je vais aller encore une fois assez vite, moi, j'avais jamais vu aucun film de Maurice Tourner avant d'ouvrir ce bouquin. J'y suis allé justement, entre guillemets, en confiance via l'éditeur, et je suis ravi parce que c'est l'histoire d'un pionnier, d'un Français, qui démarre sa carrière en France, au tout début du cinéma. Donc, dès les années 10, il est là, en même temps que Méliès, grosso modo, et d'autres pionniers importants. Il va déménager à New York juste avant la Première Guerre mondiale, ce qui va lui causer beaucoup de soucis. Je laisse les lecteurs se faire plaisir avec tous les problèmes qu'il peut avoir avec ça. Ce que je voulais raconter, moi, c'est que c'est vraiment passionnant de lire cette histoire, en fait, des pionniers. Il n'était pas le seul, il était une centaine de Français à débarquer à New York, dans les studios new-yorkais, avant que justement la Californie et Hollywood deviennent justement cette capitale mondiale du cinéma, où là, pour le coup, voilà, les deux côtes, Est et Ouest, aux États-Unis déjà se bataillaient, et il y avait beaucoup de productions à New York. Et en fait, le bouquin revient justement sur comment ces studios aussi new-yorkais fonctionnaient, ce que j'avais pas eu l'occasion, en fait, beaucoup d'appréhender moi jusqu'ici. Et pourquoi justement aussi à un moment les réalisateurs ont déménagé vers la côte ouest, c'est-à-dire que vraiment parce que les studios new-yorkais étaient en très mauvais état, c'était beaucoup de coupures d'électricité, c'était un hiver interminable qui empêchait de tourner, c'était beaucoup de problèmes comme ça. Elle revient un peu en détail sur les problèmes que Tourner lui a pu avoir, ce qui l'ont poussé justement à aller vers la côte ouest. Et puis elle revient aussi sur son il traverse aussi, donc c'est vraiment cette époque des pionniers vers entre 1918-1925 où le muet est grosso modo dans son âge d'or, et les cinéastes là pour le coup se sentent pousser des ailes et font plein de choses merveilleuses. Tourner lui garde aussi toujours quand même un rapport, même si pendant longtemps il a considéré que le cinéma était un art. Il a changé suite à différents incidents, genre la mort de son chef-op pendant qu'il était en train de tourner une scène de tempête. Et voilà, il change un petit peu son fusil d'épaule, et il reste convaincu jusqu'à la fin de sa vie après que le cinéma, c'est d'abord une économie et qu'il faut être capable de fournir un meilleur film, mais pas un film d'auteur. L'auteur ne devrait pas exister selon lui. Enfin, c'est un peu plus compliqué, et j'ai noté justement pour aller expliciter un petit peu ce truc-là, 2 citations du petit bonhomme qui me plaisaient beaucoup et qui, je trouve, ont une certaine résonance encore aujourd'hui sur ce rapport que les cinéastes doivent avoir un petit peu avec leur rapport de l'auteur, justement. Je vais essayer de lire correctement, je ne me suis pas entraîné depuis très longtemps, et en plus il faut que je retrouve la citation exacte dans le pire des cas. Ah voilà, je l'ai, c'est page 300 d'ailleurs. Donc Maurice Tourner trouve qu'un metteur en scène ne doit pas dominer l'action, dominer la prise de vue, dominer l'interprétation, faire un film signé par lui où l'on ne voit que lui. Des photos savantes, du style, des effets à chaque bout de bobine, tout cela est inexcusable si on ne fait pas vraiment un très bon film. Première chose, Christopher Nolan, c'est pour toi. Une deuxième, toujours pour Christopher. Et après, je vous laisse tranquille avec mes lectures. Il condamne avec vigueur les accompagnements redondants qui soulignent les personnages et considère qu'un mauvais film ne sera pas rendu meilleur par l'adjonction d'une partition si adroitement qu'elle soit conçue. Ça, c'est pour la musique. Et j'en avais une petite dernière. Et après, je vous laisse tranquille. Un metteur en scène, ce n'est qu'un chef d'orchestre. Son succès personnel dépend de ce qu'il interprète et des musiciens qui jouent sous sa direction.
Et en fait, il est resté là-dedans, mais en fournissant un travail d'artisan de plus que qualité, parce que ça reste quand même un pionnier et qui va expérimenter énormément de choses. Et pour avoir vu, moi, des bouts de certains de ses films, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ses films sont invisibles. Il y en a un peu sur YouTube. On peut voir Bluebird, qui est un de ses films muets. On peut voir Hors la loi, par exemple. Non, mais zut, un truc sans loi en tout cas, il est aussi sur YouTube. Il y a des films comme ça, des films parlant français, puisqu'il revient en France après, dans les années 30, sont déjà au moment plus disponibles. Ouais. Voilà, au moment du parlant, il va revenir en France, et là en effet, les films parlants sont beaucoup plus disponibles. Il est connu même en France pour être un des premiers films fantastiques. Vraiment, c'est Les Mains du Diable. C'est réputé pour être un des premiers films fantastiques. Et puis Justin de Marseille d'être un des premiers polars français. Et voilà, et il va continuer comme ça de faire de très bonnes choses, et puis engendrer aussi Jacques, que toi tu connais, puisque Antonin, tu as écrit dessus. Oui, déjà que non, je salue. Moi, je n'ai pas lu ce livre-là, mais je salue le courage d'éditer un bouquin sur. Alors c'est sûr, mais franchement, allez-y, parce que c'est particulièrement bien écrit, ça se lit super bien, comme un vrai bon roman, quoi. Mais en tout cas, merci Étienne, merci. Moi je conseille, je redis, donc Maurice Tourneur, réalisateur sans frontières de Christine Leteux chez Actes Sud. Allez-y, ça se lit très très bien à la plage. Antonin, toi, tu continues avec un petit ouvrage qui pèse son poids quand même, de Monsieur Benoliel. Ouais, alors ça sort chez l'éditeur. C'est les éditions de l'œil, me semble-t-il. Ouais, les éditions de l'œil, c'est Clint Eastwood. Je suis celui que je veux être. C'est une monographie sur Clint Eastwood. Donc évidemment, on est toujours hyper attentif sur tout ce qui peut sortir sur notre bon vieux Clint. Et surtout quand c'était signé Bernard Benoliel. Bernard Benoliel, c'est me semble-t-il le chargé de l'action culturelle à la Cinémathèque française. C'est quelqu'un qu'on peut retrouver qui avait déjà écrit quelques ouvrages, et notamment aux côtés de Jean-Baptiste Torret, le bouquin Road Movie USA. Quelqu'un, en tout cas, dans toutes ses interventions qu'on peut voir sur le site de la Cinémathèque, en podcast ou en vidéo, quelqu'un d'absolument passionnant dans toutes ses interventions. Donc moi j'attendais quand même pas mal de ce bouquin-là, parce que sur Clint Eastwood, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des ouvrages de fifou. Moi j'ai plutôt un vague bon souvenir de celui de Noël Simsolo qu'il avait écrit aux éditions des Cahiers du Cinéma, qui est un bouquin qu'on peut trouver aisément, qui est quand même assez souvent réédité, me semble-t-il. Mais voilà, en tout cas un auteur en tout cas qui nous tient à cœur. Et donc là une monographie qui est vraiment avec une très jolie couverture, c'est un très gros plan de Clint Eastwood dans Le Maître de guerre. Exactement. Et sans le titre, sans rien du tout. Très belle. Et vraiment une analyse qui va revenir sur pas mal de lignes de force esthétiques de toute son œuvre. Une particulièrement où j'étais le moins surpris, parce que c'est quelque chose sur lequel on avait déjà pu nous exprimer il y a longtemps, et on n'était pas les seuls d'ailleurs sur cette faculté, cette sorte de dynamique qu'il y a dans toute la carrière d'Eastwood, de toujours essayer de corriger l'image qu'avait pu donner son film précédent, et ça commence dès le départ, où Clint Eastwood, enfermé dans la télévision américaine, dans le rôle de Rowdy, je crois, le gentil cowboy dans la série Rawhide, décide de s'en salir un petit peu, de se salir un petit peu en allant en Italie chez un Italien qui lui propose un petit rôle pour une poignée de dollars, pour vraiment aller contrecarrer cette image du gentil cowboy qu'il pouvait avoir. Et puis cette dynamique-là, il va l'avoir sans arrêt, d'aller toujours aller corriger entre Dirty Harry et Magnum Force. Dirty Harry, le malentendu qu'il y a pu avoir là-dessus, où il s'est fait accuser de fascisme, d'aller faire Magnum Force derrière, ou d'autres films où il va aller un petit peu complexifier, ou en tout cas mettre en avant un petit peu davantage, en tout cas mettre en avant un peu la complexité qui était déjà présente dans Dirty Harry, mais il va la mettre un peu plus en évidence. On pense tous à Doudure et Dingue, où il va taper sur des nazis. Complètement, voilà. Mais il va toujours faire ça, et puis ça va devenir une de ses thématiques récurrentes jusque dans ses tout derniers films, d'aller à tout prix au-delà des apparences, c'est-à-dire d'aller chercher tout ce qui se cache derrière l'image que veulent donner quelqu'un de lui-même, ou l'image qu'on peut avoir de quelqu'un. Ça peut aller, en exemple, dans Sur la route de Madison, ces enfants qui tombent sur la malle de leur mère, qu'ils prennent pour la mère de famille dévouée, et puis ils vont aller derrière l'image de cette femme au foyer dévouée,
dévouer et découvrir ce qui s'y cache. Donc il y a toujours cette réflexion qui court dans toute la carrière de Clint Eastwood, qui est très assez explicitement dans passionnante. Mémoire de nos pères. Mémoire de nos pères, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière une image de propagande, en tout cas d'une image très connue de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'y cache, quel mensonge s'y cache, et quelle part de vérité elle contient, quelle part de mensonge. Et donc ça, toutes les parties de ces chapitres-là sont assez intéressants, même si moi je n'y ai pas découvert grand-chose en connaissant un petit peu l'œuvre. La deuxième partie est beaucoup plus, en tout cas moi, m'a plus surprise et en tout cas plus intéressée. Elle rejoint un petit peu celle-ci, c'est-à-dire ce côté un petit peu paradoxal de ce côté de l'image, qu'est-ce qu'elle dit en vérité, qu'est-ce qu'elle dit en mensonge. C'est que lui il va faire toute une analyse de la filmographie d'Eastwood sur son rapport un petit peu à une histoire. Il va le prendre vraiment comme Clint Eastwood, c'est un enfant de la Grande Dépression, c'est aussi quelqu'un qui a grandi dans les périodes les plus de la césure de l'histoire américaine avec le meurtre de Kennedy, et puis une sorte de chute un petit peu d'une sorte de grand mythe américain, et à quel point Eastwood, il y a toujours eu à la fois ce truc un peu paradoxal de vouloir faire vivre une certaine idée de l'Amérique, une certaine idée de l'Americana, si on prend des films comme Bronco Billy, comme Honky Tonk Man, comme beaucoup de ces films, faire vivre en tout cas une sorte d'idée de l'Amérique, mais tout en ayant conscience que cette idée de l'Amérique était morte quelque part, de vouloir créer, il a des très belles pages là-dessus, de créer des sortes de raccords impossibles, de raccords où il va essayer de faire vivre une sorte de sorte d'utopie. Moi je pense à un film qui me touche à chaque fois beaucoup, c'est José Wells, où il y a vraiment c'est un des premiers films d'Eastwood, je crois que c'est son 3e film, me semble-t-il, un film dont il avait retiré la direction à Philip Kaufman, 4e, où il avait retiré la direction à Philip Kaufman parce que le sujet probablement le touchait trop et il voulait pas laisser quelqu'un d'autre s'en emparer, ou vraiment il crée une sorte de communauté un petit peu idéale entre une femme violée, un petit peu en déshérence, un Indien, toute une bande de outcasts vraiment américains, une sorte de créer une communauté comme ça de gens un petit peu en déshérence. Et au fil de tous ces films, et il fait des ponts avec beaucoup de ces films, même les plus mineurs, il va nous raconter, Bernard Benoliel, à quel point c'est quelqu'un qui va à la fois être deux pieds dans cette sorte de grande idée de l'Amérique, mais tout en filmant son impossibilité et la meurtrissure qui se niche derrière les images qu'il filme. Donc voilà, en tout cas un bouquin absolument passionnant pour tous les fans de Clint Eastwood. C'était donc Benoliel, j'ai oublié le nom du bouquin. Je suis celui que je veux être. Voilà, et aux éditions de l'Œil. Tu continues, Antonin, avec chez Paul, le nouveau livre de Yann Dedet dont on avait déjà parlé, pour notamment Le point de vue du lapin, l'ouvrage qu'il avait consacré pour le coup à Stévenin. Et là, c'est le portrait de l'artiste en salmôme, et c'est consacré à Maurice Pialat. Je rappelle que Paul, avant de te laisser la parole, avait aussi édité, on n'avait pas dû trop en causer, on l'avait dû le mentionner quand même, mais Sélésie 1970, justement, de Stévenin, entre ces deux ouvrages-là, qui était un journal de bord de Stévenin, assistant réalisateur sur un film de Fleischmann en Allemagne, avant que lui-même se tourne vers la mise en scène, qui était un objet précieux comme tous les objets consacrés, je crois, à Stévenin. Et il engage beaucoup de gens talentueux à parler de lui, en tout cas après sa disparition. Et là, Dedet, qui avait réussi un très beau portrait justement déjà de Stévenin, reproduit le petit miracle avec Pialat, quoi. Ouais, c'est un film, un bouquin en tout cas qu'on attendait pas en mal. Très peu de pages, il faut dire que c'est un petit bouquin là pour le coup. Ouais, tout petit bouquin. Yann Dedet, il faut le redire, c'est quand même des grands monsieur de l'ombre du cinéma français. Ça a été le monteur de Truffaut, le monteur de Pialat, le monteur de Stévenin. C'est toujours un monteur en activité, c'est le monteur par exemple, les derniers. Alors, c'est un peu terrible parce que ce dont je me souviens, c'est que c'est le monteur de Police de Maïwenn, et aussi, me semble-t-il, de Mon Roi, moi, de Maïwenn, que j'aime beaucoup. Peut-être que c'était pire avant qu'ils mettent les mains dessus. Mais après, moi, j'aime beaucoup Mon Roi de Maïwenn, mais je ne sais plus s'il a travaillé dessus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on va retrouver quand même assez régulièrement, mais au générique
générique, au montage de pas mal de films encore aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui avait commencé assez jeune chez Truffaut et que Piala est allé débaucher parce qu'on sait un petit peu non pas la haine, mais la haine un petit peu la rivalité un petit peu haineuse qui liait en tout cas Piala envers Truffaut. Je pense que Truffaut en avait un peu lui rien à foutre, mais Piala était surtout très jaloux parce qu'il n'avait pas réussi à faire de film à l'âge où Truffaut a fait son premier film, donc il était un petit peu vénère contre Truffaut malgré que Truffaut a produit son premier film. Bref, en tout cas, et le Piala, Dédé en fait a récupéré, et Piala est allé chercher Dédé pour aller monter Loulou. Et en fait toute l'image, toute l'histoire un peu entre Dédé et Piala commence ici et va durer jusqu'à la fin de la vie de Piala, hein. va continuer jusqu'à la fin, avec hormis des le hauts dernier et film, des bas. le Garçu, je crois que le bouquin, il me semble, commence là-dessus justement, entre un rendez-vous au café entre Dédé et Piala, en sachant que voilà, c'est une relation très très forte mais qui n'avait lieu que dans les tournages, hein. Dédé raconte beaucoup de ça, il disait non, on se voyait pas du tout en dehors des tournages, on a beaucoup fait de tournages ensemble, de montage ensemble, mais par contre c'était des expériences tellement fortes que entre deux films on se voyait pas, quoi. Les tournages étaient tellement une sorte de précipité de vie absolument hallucinant que toute vie normale, quotidienne à côté ne pouvait pas faire tenir la route, quoi. Et donc le Garçu, il ne l'a pas monté. Je me rappelle que dans les bonus de ce fantastique coffret DVD qu'avait sorti Gaumont à l'époque et qu'on va retrouver sur les Blu-ray qui sont toujours commercialisés, Dédé intervient dans les bonus du Garçu en disant que s'il y a un film de Piala qui n'est pas vraiment fini, ça serait probablement le Garçu, qui nécessiterait peut-être d'être remonté. Il revient un petit peu là-dessus sur le bouquin, hein. Il n'est pas... Mais en tout cas, voilà, Piala l'avait clairement, lui, la façon dont Dédé analyse le truc, c'est qu'il disait il voulait pas qu'il monte son fils, sans aucun jeu de mots tout pourri, mais parce qu'il voulait absolument pas que Dédé ou qu'un monteur acéré puisse monter les images de son fils, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le dernier film de Piala, c'est vraiment un film qui est plutôt centré sur son fils qui a, il me semble, peut-être 5 ans ou 6 ans au moment du tournage. Piala lui en a 63 et il tourne un film, c'est son dernier film, il est plus ou moins conscient de ça et il tourne un film autour de son fils avec aussi Depardieu et Géraldine Pellas. Moi c'est un film que je trouve alors peut-être pas le meilleur film de Piala, mais en tout cas celui qui me touche. Il est super émouvant, c'est un des films les plus émouvants. Il y a une tendresse dans le film, c'est fou. Une tendresse avec un regard acéré quand même sur la réalité en fait, et le mélange est vraiment terrible, quoi, vraiment. Et en effet, on peut pas s'empêcher de se dire tiens, le montage, c'est pas exactement ce qui est. Disons que le film est très très décousu, et pas décousu au sens que les films de Piala peuvent l'être aussi, dans le sens où il n'y a pas de couture dans les films de Piala, donc de toute façon le terme décousu ne peut pas vraiment s'appliquer, mais c'est vrai qu'on se dit il y a un côté vraiment très, on dirait une sorte d'ours de film, hein, de toute façon. En tout cas le bouquin est super, et où il revient un petit peu aussi sur ce qui a fait la légende un peu de Piala, hein, ce côté un petit peu hyper violent, hyper désagréable, hyper insultant, et lui va revenir un petit peu sur le bonheur qu'il a pu éprouver, et aussi peut-être des souffrances et tout ça, mais sur ses tournages, mais en disant c'était vraiment porter un tel niveau d'exigence dans les tournages de Piala et les montages de Piala que ça l'a vraiment porté dans tout son métier, parce que aussi ce degré d'exigence qu'il exigeait de tous ses collaborateurs. La première victime de ce degré d'exigence, c'était lui-même, où il n'hésitait pas vraiment, et ça on le sait à travers toutes les interviews et tous les propos qui nous restent de Piala. C'était vraiment le premier à débiner tout ce qu'il faisait lui-même, en disant que ce qu'il faisait, c'était vraiment de la grosse merde, mais comparativement à ce qui se fait à côté, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que tout ce côté
de faire du cinéma un peu contre le cinéma. Je crois que c'est un des collaborateurs de Piala qui disait ça. Et ben voilà, on le ressent vraiment, cette volonté d'absolument aller à l'os de l'enregistrement de quelque chose qui serait de l'ordre de l'authenticité, et pour se débarrasser de toutes les scories, de tout ce qui fait un petit peu cinéma, cinoche et tout ça, et même en termes de montage, d'aller vraiment chercher à chaque fois la bonne musicalité des séquences, les moments où les prises elle est juste, et de laisser vraiment les plans où c'est un petit peu saillant, et d'enlever le gras, de garder le bon gras qu'il faut, un gras où c'est-à-dire que ça ne fait pas progresser l'intrigue, mais où vraiment il y a de la justesse et où ça va alimenter un petit peu la musique du film. On a vraiment un vrai portrait d'un artiste, aussi un portrait d'un artiste à travers les yeux d'un monteur qui va nous dire pas mal de choses au final sur ce qu'est l'art du montage dans un film. Donc c'est vraiment un tout petit bouquin assez brillant. Et on parle de tout petit bouquin en termes de taille, mais tu vois, je voulais juste rajouter que ce que tu dis sur le cinéma de Piala, je pense que ça vaut aussi là pour l'écriture de Daudet, justement, ce côté où on a de la vie, on a de l'info, et on n'a pas de surplus du tout. C'est aussi peut-être pour ça justement qu'il fait à peine 200 pages. En fait, il n'a pas besoin, il a trouvé les bons mots, et j'ai le souvenir que justement que son bouquin sur Stevenin, Le point de vue du lapin, avait aussi réussi à retrouver un peu le rythme qu'on peut avoir, enfin cette espèce d'esprit qu'on peut avoir dans les films de Stevenin. Et là, moi, je retrouve justement avec son écriture une forme justement de... Je vois un montage en fait justement d'écriture qui correspond peut-être là plutôt à Piala, tout en gardant une vraie personnalité. Je retrouve, tu vois, une façon que Daudet a de raconter des histoires, des rencontres, et de mettre le point sur justement ce qui un signifiant important de ce moment où ils vont boire un café, et cette phrase-là de Piala il s'en rappelle, et ça représente quelque chose d'important, tout en... Ça peut paraître banal, mais non, ça représente un truc important. Il le fait très très bien. Il a un vrai talent pour écrire. Je sais pas sur qui il va pouvoir plancher après coup. Il y en a un que j'ai pas lu encore de Daudet, mais je vais me précipiter. Oui, voilà, chez Paul, on peut en trouver d'autres. Donc justement, voilà, le portrait de l'artiste en Salmôme, c'est chez Paul. Maurice Piala par Yann Daudet. Et ça fait déjà 3 bouquins à lire pour les 3 semaines de vacances qui vous restent. On fait une courte pause musicale un peu italienne avant d'évoquer justement le Jean-François Roger chez Façonnage Édition. Ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a 1 an. Compris? C'est contraire à ma politique. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Dans la ville, où nous sommes chargés d'assurer la sécurité, les subversifs et les criminels ont tendu des fils invisibles qu'il nous appartient à nous autres de trancher. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre une bande de malfaiteurs qui attaque un bureau de poste ou un encaisseur et la subversion organisée, concertée, institutionnalisée et légalisée? Aucune! Il n'y en a aucune! Ces 2 genres d'actions n'ont qu'un seul et unique objectif. C'est le renversement de l'ordre social actuel. 6000 prostituées fichées, une augmentation de 20% des grèves et des occupations d'édifices publics et privés,
En un an, 30 attentats perpétrés contre les biens appartenant à l'État, 250 viols dans l'année, 50 000 élèves de l'enseignement secondaire défilant dans la rue en hurlant, une augmentation de 30% des attaques de banque, 18 000 contestataires et agitateurs de plus figurant dans les dossiers, 600 homosexuels fichés, plus de 70 groupes subversifs de jeunes qui agissent clandestinement et qui violent les lois, une augmentation de 50% des banqueroutes frauduleuses et des escroqueries, un nombre toujours croissant de publications et de revues politiques dont le seul but est d'inciter à la révolution. L'usage de la liberté, c'est un danger constant et une menace pour le pouvoir traditionnel. D'autres que nous peuvent assumer la tâche de soigner et d'éduquer, mais nous, notre devoir est de réprimer. La répression est notre plus sûr moyen d'action. Répression d'abord et civilisation. À l'instant, on a pu entendre la musique de Silvio Cipriani, La police a les mains liées, hein, comme tu me le rappelais, et puis juste avant, l'inspecteur Harry, et puis un petit extrait d'enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Tout ça pour justement introduire le livre de Jean-François Roger, Rosso Sangue, hein, le cinéma italien des années de plomb, qui sort chez Façonnage, qui nous avait déjà offert, c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, on avait évoqué le Yalsada Vigilante Movie, hein, qui ont aussi édité les traductions notamment de The Warriors ou de French Connection, les romans. On peut retrouver là dernièrement un livre sur GTA, un autre sur Speed Racer. En tout cas, une maison d'édition là aussi qu'il faut suivre un minimum. Et Roger, donc, qui bosse des bouquins superbes. Des bouquins super, et puis des beaux objets. Et puis voilà, c'est un plaisir d'avoir ça entre les mains, malgré le format poche, que moi j'apprécie d'ailleurs. Donc c'est des beaux objets. Et Rosso Sangue, donc, qui évoque ce cinéma italien, alors pas uniquement le poliziesco, c'est-à-dire que ce cinéma policier des années 70, hein, qui voit un peu plus large, qui nous raconte, parce que c'est vraiment ça, c'est nous raconter quand même ce qui se passe, comment le cinéma italien pendant une grosse décennie a été en capacité d'être lié très très fortement, plus qu'aucun autre cinéma a priori dans le monde à ce moment-là pendant aussi longtemps, lié à son histoire directe en fait, et à sa à son présent, à son actualité, voilà, politique notamment, bien évidemment. Je vais te laisser évoquer peut-être tout ça, parce qu'en plus tu as revu toi dernièrement beaucoup plus de films que moi liés à cette époque, à raison je pense, c'est là où je veux en venir, c'est que je me suis dit la même chose peut-être pour le bouquin sur Maurice Tourneur, mais le genre de livre qui pue l'amour du cinéma un petit peu, et qui évidemment te donne envie de regarder un nombre incalculable de films, et de voir les images dont on te parle, d'être dedans, mais vraiment cette écriture qui pue l'amour du cinéma, et du coup ça implique énormément de respect. Alors la qualité des films peut être remise parfois en question, on la remet un peu à niveau, mais il restera toujours un grand respect en fait pour le travail accompli par les films dont on parle, et ce gros amour du cinéma en fait. Et moi ça m'a vraiment pris dans le bouquin de Roger, quoi. Ouais, de toute façon la lecture elle est passionnante, parce que aussi moi je connais assez mal au final l'histoire de l'Italie contemporaine, hein, enfin en tout cas d'après-guerre, donc c'est vrai que j'apprends, ou en tout cas je prends conscience de pas mal de choses, même si évidemment je connaissais les brigades rouges, et puis les quelques tensions politiques qu'il y avait entre les communistes, les socialistes et la démocratie chrétienne. Je pouvais connaître un petit peu à travers le cinéma ou à travers certaines lectures, mais pas dans un point de détail tel que j'ai pu il le fait assez clairement. Il arrive quand même à résumer des choses très complexes. Ouais. Et c'est vrai qu'après il y a une chose que tu as dite effectivement, où effectivement il y a cette chose qui est on a un cinéma effectivement en tout cas juste après-guerre, hein, il faut le rappeler, hein, l'Italie c'est aussi le pays qui a donné le la du cinéma moderne avec le néo-réalisme, et qui après n'a pas débandé, on va dire, en tout cas pendant 30 ans, hein, vraiment, où c'était vraiment un des cinémas les plus féconds. Oui, parce qu'avant les 70 il y avait Fellini, il y avait Pasolini, il y avait tout un tas de cinéastes sur tous
tous les domaines, hein, dans les milieux du plus ce qu'ils appellent les filonies, je crois, les cinémas de filons, nous on appellerait ça le cinéma d'exploitation, et que ce soit dans le cinéma d'ultra hauteur entre Antonioni et Fellini, puis évidemment dans le poliziotesco, le western ou le giallo. Voilà, il y a eu tout un plein dans tout le spectre du cinéma commercialement, tout le spectre commercial de la plus petite niche au cinéma le plus populaire. Il y a eu vraiment quelque chose d'extrêmement fécond. Le lien entre les deux, surtout, c'est être capable de faire un grand cinéma d'auteur en faisant justement un truc tout méga à fait. populaire. Et c'est vrai que lui, sa thèse, c'est à la fois comment le cinéma a pu vraiment refléter complètement l'actualité des bouleversements, de tout ce qui agitait la société italienne, mais aussi à la fois comment le cinéma lui-même aussi a pu inspirer aussi l'actualité. C'est-à-dire qu'à quel point il y a des pages qui sont assez évocatrices là-dessus, sur à quel point comment ça se fait que tous les gens qui étaient dans les brigades rouges par exemple étaient complètement fans de cinéma, allaient voir évidemment des westerns spaghetti, les westerns zapatistes comme on les appelait, les films de El Chuncho, de Damiani, enfin les films écrits par Franco Solanas, voilà des films, tous les westerns zapatistes qu'on avait pu évoquer, qui sont disponibles ceux-là par exemple. Tout à fait, on peut les voir chez Carlotta assez facilement, et aussi comment ils étaient hyper fans de la Horde sauvage, à quel point ils prenaient ce film pour quelque chose d'une sorte de pierre angulaire un petit peu de leur pensée. Et qu'il y a cette chose très étonnante, c'est que la Horde sauvage en même temps, voilà, c'est pas du tout des mecs engagés dans la Horde sauvage, c'est au contraire un film qui est quand même furieusement aussi, puis porté par des gens qui certes sont mus par une sorte de simili-code d'honneur, mais qui sont plutôt des individualistes portés par la solidarité avec leurs amis, mais pas du tout par des idéaux, quoi. Pas de là à penser que c'est un film qui a pu trouver un écho extrêmement énorme auprès des communistes les plus radicaux des brigades rouges. C'est déjà étonnant, mais ça dit aussi quelque chose d'une sorte de pulsion peut-être un petit peu suicidaire qui pouvait y avoir, d'énergie du désespoir, romantique qui pouvait y avoir. Mais en tout cas, les pages sont guidées un petit peu par cette thèse-là, à la fois cinéma italien comme reflet, puis aussi créateur de la réalité de l'Italie contemporaine. Et puis, bon, moi, j'avoue que moi, le cinéma italien, évidemment, je vais connaître un peu plus que la moyenne du Kidam, parce que voilà, je suis cinéphile, mais c'est vraiment pas du tout le territoire de cinéma que je connais le plus. J'ai beaucoup de lacunes là-dessus. Il y a des tas de choses que je connais moins. La comédie italienne, je connais moins. Mais par contre, il y a un truc qui est génial j'avais un peu peur de me lancer dans la lecture de ça en me disant là je vais être un peu largué, où il va y avoir des tas de films que je vais pas avoir lus, que je vais pas avoir vus, et qui vont entraver un petit peu ma lecture, ou en fait me pousser, me dire il faut que je le voie avant de continuer ma lecture. Bref, ceci dit, voilà, le portrait en fait d'une histoire de l'art et d'une histoire d'une société est tellement génialement intriqué dans le récit que en fait Roger, que du coup on est complètement pris dans la lecture, évidemment avec toujours plein d'envie d'aller revoir des films. Tu prends des notes. Moi j'ai déjà commencé un peu à regarder quelques films. Des fois tu te casses les dents, parce que moi le poliziotesco par exemple, ça a toujours été un rendez-vous manqué. Moi, à chaque fois que je tombe sur les poliziotesco, adorer, mais chaque fois que je tombe sur les films, je dis Fernando Di Leo et tout ça, là, les Umberto Lezzi et compagnie. À différence, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir c'est pas très bon. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir Big Guns, surtout pour sa BO, et à La Guerre des gangs de Fulci, où j'ai été vraiment surpris. En effet, je m'attendais pas à un truc aussi violent, en fait. Mais c'est vrai que moi, je trouve que voilà, surtout dans le poliziotesco, moi, en plus, je suis pas vraiment très fan de Giallo non plus. Je suis pas vraiment un très grand fan de Dario Argento, mais c'est vrai que Dario Argento par rapport au Giallo par exemple, Dario Argento, on peut très bien voir la différence entre les films de Dario Argento quand il fait du Giallo et ceux de Sergio Martino. On voit très bien que d'un coup il y a quelqu'un qui est vraiment un maître, quoi, quelque part, et c'est quelqu'un qui est un auteur
qui a une sorte de maîtrise de son sujet et de maîtrise plastique. Il est un peu sur le piédestal, c'est un peu le haut de la montagne, comme Sergio Leone pour le western. Exactement. Et pour le Poliziotesco, il manque sûrement quelqu'un qui serait vraiment l'équivalent de Argento pour le giallo ou de Leone pour le western, qui ferait que le genre tiendrait debout parce qu'il a un sommet qui est aussi fort que celui de Argento ou de Leone. Mais bon, voilà. Moi, le bouquin, je l'ai bouffé en 2 jours. C'est absolument passionnant sur tout ce que ça peut raconter de comment un cinéma peut vraiment refléter et influencer son époque aussi. C'est vrai que c'est très particulier parce que le cas de l'Italie, je sais que dans le cinéma américain, on a beaucoup lu là-dessus, comme quoi le cinéma américain a pu tout de suite un petit peu témoigner de ces choses-là. Comment il a pris à bras-le-corps en tout cas son histoire, le traitement du Vietnam ou d'autres choses, ou du meurtre de Kennedy. Autant dans les années 70, c'est un cinéma où tu dis il est à l'heure, comme disait Jean-Baptiste Torret, mais dans le cas du cinéma italien, tu dis c'est vrai que c'est assez fou. Il est en avance. Parce que il est en avance. Tout le cinéma même populaire, la comédie, tout le genre et tout ça, mais vraiment, et prend à charge de toutes les thématiques sociales, tout ce qui peut se passer, en sachant que c'était quand même des années d'une violence un peu rare, vraiment, avec des attentats. La France n'a pas traversé ça, quoi. Vraiment, on est vraiment dans des pays, dans une situation. C'est pas pour rien que les États-Unis scrutaient un petit peu l'Italie on peut en disant c'est le maillon faible de l'Europe, c'est là où ça peut basculer, quoi. On peut conseiller la série justement de Bellocchio qui était disponible encore sur Arte il y a pas longtemps, Esterno Noté, où justement on voit, donc c'est la série sur Aldo Moro dont on parle beaucoup dans le livre, qui est l'équivalent de leur assassinat de Kennedy, quoi. C'est ça, parce qu'Aldo Moro donc était le Premier ministre qui a été kidnappé et qui est trouvé mort plus après. Et on voit justement aussi l'ambiance un petit peu de la capitale, du moins en tout cas dans cette fin de décennie, parce que c'est la fin de la décennie justement Aldo Moro, je conseille vraiment à Esterno Noté, où on peut justement se rendre compte un petit peu justement du côté oppressant, de l'ambiance oppressante qu'il peut y avoir. Et malgré tout, en effet, donc comme tu dis, il y a tous les genres qui sont vraiment traités dans le cinéma italien. À partir du moment où un genre fonctionne, où on va vraiment l'exploiter, d'où le cinéma d'exploitation, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, mais qui permet aussi d'avoir une transition, enfin un passage. Les acteurs qui vont jouer dans ces films d'exploitation, qui parfois seront de très bonne qualité, parce que les metteurs en scène font un travail, enfin ça leur tient à cœur un minimum, mais ils vont passer de ces films-là à des films d'auteur beaucoup plus exigeants, et en fait il y a ce passage-là qui se fait constamment dans le cinéma italien pendant justement une grosse décennie en fait, quoi. Ce qui donne une richesse énorme aux deux genres en fait. Complètement. Enfin, et puis ils sont beaucoup moins aux deux extrêmes de ce cinéma d'auteur et de ce cinéma d'exploitation. Même si le débat, alors il faudrait voir, il en parle un petit peu Roger là-dessus. Nous on sait qu'en France il y a eu vraiment une sorte de césure à un moment où les sujets politiques, il y avait cette fameuse phrase de Godard qui disait on peut pas faire du cinéma, il faut faire politiquement du cinéma et pas du cinéma politique, quoi. C'est-à-dire que on peut pas essayer de changer la société en faisant un cinéma un petit peu conventionnel. Le cinéma italien, on voit bien dans le truc, dans le volume de production qu'il y a une volonté quand même de traiter de sujets de façon très engagée dans des registres qui sont plutôt très très commerciaux, quoi. En France, on n'a pas vraiment tant eu que ça le cas. On a un seul cas, investir on a le genre, c'est exactement qui ça. doit être le seul type qui a fait un cinéma un petit peu ancré dans le genre et un petit peu engagé, alors que là on a l'impression, et engagé en tout cas, il y avait Costa Gavras, il y en avait quelques-uns. Oui. Mais c'est des types qui sont à la périphérie, vraiment. Oui, périphérie, puis en tout cas qui sont des exceptions, quoi. Voilà. Mais l'enchaînement est très bien trouvé. Donc je rappelle le livre, donc c'est Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb, par Jean-François Roger chez Façonnage Édition. On enchaîne parce qu'il nous reste encore 3 livres quand même, avec le dernier ouvrage de Werner Herzog chez Séguier, toujours L'avenir de la vérité. Donc c'est pas ses mémoires qui étaient sortis déjà chez Séguier, c'est le 3e bouquin d'Herzog qui sort chez eux. Voilà, c'est un petit essai en fait qu'il a produit il y a déjà 2 ans et qui vient d'être traduit. Petite parenthèse encore une fois sur l'éditeur, Séguier cette année a aussi réédité les mémoires
Merci de m'aider. Robert Evans, voilà, le producteur du Parrain notamment, qui était superbe et qui était évidemment épuisé depuis longtemps. Qu'on peut trouver. Donc ils ont réédité ça. Ils ont dans leur collection quelques très beaux livres comme ça. Ils avaient démarré avec l'autobio du Cotoniazzi par exemple, l'acteur de La Grande Bouffe, avec les recettes de La Grande Bouffe. Il y a des très beaux objets, des choses un petit peu plus bizarres là-dedans, mais je me permettais de cette parenthèse pour aussi annoncer quand même qu'à la rentrée au mois de septembre, ils vont traduire justement les mémoires d'Abel Ferrara en France, ce qui est pour moi un vrai événement. J'ai vraiment hâte. Oui, c'est le bouquin que j'attends là cette année, c'est ces mémoires de Herzog et je suis de Ferrara. C'est amusant. Attendez qu'on a passé un extrait de Bad Lieutenant, voilà, et que Ferrara lui nous avait dit qu'il n'avait pas vu le remake et que ça l'intéressait pas. Bref. Alors que dans un film de Ferrara, il y a Harvey Keitel qui regarde justement le making-of de Fitzcarraldo. On y reviendra à la rentrée sur les liens entre Herzog et Ferrara. En tout cas, Herzog, là, il fait un petit essai. C'est pareil, c'est un petit bouquin. C'est écrit assez gros et ça fait 150 pages. Où il s'inquiète de l'émergence de l'IA en fait dans la société et notamment dans ce que ça pourrait avoir comme incidence sur la création en elle-même et plus particulièrement aussi sur sa création à lui qui a eu tendance souvent en fait à mélanger documentaire et fiction, à transformer un peu ses documentaires, à demander à des gens, des personnages principaux de ces documentaires de jouer des scènes qu'il avait écrites, des mélanges. Donc il est très honnête dans le bouquin. On dit bah oui, mais moi quand j'ai fait par exemple Dieter veut voler, voilà ce personnage qui était fascinant, j'ai quand même écrit des séquences. Je lui ai demandé est-ce qu'il était d'accord de les jouer parce que ça représentait quelque chose qui correspondait vraiment à son personnage et si ça paraissait naturel, on le faisait. Voilà, des choses comme ça. Il se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est la vérité, tout en démarrant en disant que la vérité n'existe pas. Enfin, en tout cas, personne ne sait ce qu'est la vérité. Tous les philosophes sont d'accord pour le faire. Et à partir de là, voilà, revenir aussi sur l'histoire des fake news qui ont toujours existé. Donc, ce mélange, et c'est pas le premier à poser les questions de toute façon, hein, entre justement mensonges, cinéma, voilà, comment est-ce qu'on gère tout ça en fait. C'est vraiment intéressant et puis bah, évidemment il se pose la question de est-ce que cette IA, est-ce que les machines vont pouvoir à un moment ou à un autre nous remplacer et sur ce point-là il apparaît plutôt rassurant en fait. Il a fait des démarches pour demander à des IA de lui écrire des scénarios. Écris-moi un scénario, un nouveau scénario pour un film de Werner Herzog, des conférences imaginées entre lui et puis d'autres intellectuels ou machin, et l'IA est incapable de produire quelque chose de nouveau et d'original. Elle est uniquement capable de puiser en fait dans des ressources présentes sur Internet avec tout ce que ça comporte de bêtises, et il y en a beaucoup en fait. Et donc pour le moment, en tout cas au moment de l'écriture de ce bouquin-là, Herzog, et si Herzog est rassuré, moi je suis rassuré, étant donné qu'il est quand même fou, si lui est capable de trouver... Voilà, c'est ce problème de la conscience humaine que ne pourra pas avoir l'IA. Il y en a d'autres qui disent que l'IA n'est pas capable de comprendre la bêtise humaine, ce qui permet quand même à l'humanité de faire beaucoup d'erreurs et d'avancer via ces erreurs. Herzog, il dit pas ça, mais il est pas très très loin, je pense. Et il n'est pas inquiet en tout cas de la concurrence de l'IA ou des logiciels. Pour le moment, il y a cette petite pointe de doute quand même en disant, et le bouquin là date d'il y a 2 ans, mais de l'évolution extrêmement rapide quand même de ces outils qui sont utilisés à peu près par n'importe qui et par tout le monde et tout le temps. Et pourquoi ne pas le faire? C'est-à-dire que c'est vrai que, alors c'est pas Herzog qui dit ça, mais il est très simple aujourd'hui quand même pour une production Luc Besson ou simili Luc Besson de demander à une IA d'écrire un scénario typique et puis paf, et ça nous économise quand même beaucoup d'argent, de temps, et c'est d'une simplicité terrible. Et qu'est-ce qui empêcherait d'ailleurs aujourd'hui de demander à une IA de prendre les dessins de Jodorowsky, enfin tout le Bible Book de Dune de Jodorowsky, avec les acteurs qu'il avait prévus, en imaginant le travail des techniciens. L'IA ils l'ont déjà fait. Ça a été fait il y a quelques années déjà.
hein, mais il y a une sorte de promo réelle de 10 minutes qui traîne sur Bah Internet. voilà, mais tu peux tout à fait faire le film en entier, en fait, il n'y a rien qui l'en empêche. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui l'empêche. Ça a l'air naze, hein, comme le film aurait été naze. Mais oui, sans doute. Mais de toute façon, ça donnerait des trucs nazes. C'est-à-dire que c'est possible avec certaines œuvres, je pense. Justement, avec Herzog, et c'est un petit peu ce qui en ressort à la fin de la lecture, c'est que tu dis non, il faut une folie particulière pour faire un film de Herzog. Typiquement, son dernier documentaire dont on avait parlé sur les éléphants, l'IA aurait pas été capable d'imaginer ce truc-là. C'était un truc qu'il n'avait pas fait. Il a rencontré un personnage qui n'existait pas. C'était pas possible en fait. Donc avec Herzog, c'est pas envisageable. Mais moi, je demande à une IA de me faire un film de Christopher Nolan. Je pense que c'est tout à fait possible. Il a un style suffisamment marqué. Il a des de faire un film de Nolan via IA en IMAX, si on veut. Je pense que c'est faisable en fait. C'est là la distinction. Je ne te contredirai pas. Voilà. Et donc il y a quelque chose de rassurant à la lecture de ce Herzog, et c'est pas forcément ce qu'on attend à la lecture d'un Herzog en fait. Mais voilà, les fake news, les manipulations ont toujours existé. Il raconte des anecdotes qui datent de l'Égypte ancienne ou d'autres des trucs qui ont des centaines voire des milliers d'années. Les fake news ont toujours été présentes, les manipulations ont toujours été présentes. L'humanité s'en est toujours sortie grosso modo justement via peut-être ce petit truc en plus. Et je recommande la lecture de L'avenir de la vérité de Werner Herzog chez Séguier, en attendant avec beaucoup d'impatience les mémoires d'Abel Ferrara qui sortiront au mois d'octobre, je crois, chez nous. Mais et il faut suivre. Il faut vraiment y aller, puis acheter leurs bouquins pour les encourager. Ils ont aussi sorti, c'est eux qui avaient sorti l'autobio de Eddie Lamar, cette actrice qui était à l'origine de la Wi-Fi. Et puis, ils ont une belle collection quand même d'ouvrages, y compris critiques. Il y a des petits livres sur Kubrick, par exemple, qui étaient il y a un petit livre sur Kubrick qui était pas mal. Je conseille vraiment d'être curieux sur ce qu'il propose. Il nous reste un petit peu de temps, Antonin. Alors, je vais te dire. Dis-moi. Je vais te dire, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 2 livres qu'on avait déjà mentionnés. On va peut-être démarrer par La Dimension Walter Hill. C'est 2 livres d'entretien qu'on avait mentionnés au moment de la convention cinéphile qui a eu lieu à Rennes grâce à 97 mm. Et on avait déjà mentionné le livre de Thomas Revoy, La Dimension Walter Hill, qui sortait chez Rouge Profond. Il était présent. On n'a pas eu l'occasion de faire l'émission avec lui. On trouvera un moment pour faire une émission avec lui, que ça soit sur Walter Hill ou sur autre chose, parce qu'il a plein d'autres projets, Thomas, et il a rencontré Walter Hill à plusieurs reprises, et il a passé du temps avec lui, et c'est vrai que moi je l'attendais avec impatience, ce livre-là, je lui ai dit d'ailleurs, et j'étais ravi, même si j'avais envie de plus encore, parce que Walter Hill, il a une parole libre, et il est franc, et il a plus rien à perdre même, et donc il y va franchement, et il a aussi vécu plusieurs époques du cinéma américain, les années 70, les années 80, et ce passage surtout entre les deux, et il l'a réussi, et puis les années 90, et il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un fil rouge justement entre le nouvel Hollywood et puis les années Reagan, et comment il a réussi quand même à garder un certain esprit contestataire, libertarien, qui passait malgré tout dans les 2 périodes, et c'est un cas un petit peu à part, et Thomas Revoy arrive quand même à lui faire raconter justement tout ça et à nous faire vivre un petit peu cette évolution, et moi je tenais à saluer quand même son travail. C'est pas le premier entretien, Revoy il a fait beaucoup d'entretiens avec beaucoup de cinéastes américains, que ce soit Michael Mann d'ailleurs, John Borman qui est pas forcément américain d'ailleurs, mais voilà, il a beaucoup d'entretiens comme ça, et qu'il ait choisi. Il a une revue qui s'appelle Ciné Bazar, qu'il avait d'abord qu'on peut retrouver encore chez Rouge mais Profond, qui est maintenant édité par Rouge Profond, où il y a eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup de cinéastes majoritairement américain, mais qu'il ait choisi pour son premier livre, entre guillemets, au-delà des entretiens qu'elle peut faire, chez Rouge Profond, Walter Hill justement. Moi il y avait
un geste que j'apprécie énormément. Et puis, en plus de ça, en effet, c'est le cinéaste dont on a peu d'ouvrages. Non, le bouquin, alors que sa parole est précieuse. Enfin, il a vraiment une parole précieuse, le bonhomme. Il a recueilli aussi des paroles. Enfin, moi, je sais que c'était un très beau souvenir de lecture de lire même l'hommage. Enfin, parce qu'il n'est pas un hommage, mais qui est vraiment les propos de Michael Mann que Thomas Rivoy a pu sûrement demander à Michael Mann d'écrire quelques lignes sur son copain Walter Hill. Et Michael, il l'a fait, d'accord. C'est incroyable, quoi. C'est assez émouvant. Touchant, tu dis, c'est vraiment très très touchant. Très touchant, et les questions sont pertinentes, et on sent que derrière il y a quelqu'un qui connaît le travail de Walter Hill, et ça me permet de rebondir sur le dernier ouvrage dont on avait aussi parlé, parce que Carlotta était présent justement à cette mini-convention. C'est les questions du cinéma de Nicolas Saada, le 2e volume, des entretiens inédits pour la grande majorité, qu'il a retrouvé, dont tu avais déjà parlé toi justement à la mini-convention, et c'est un plaisir. Et là encore une fois, c'est vrai qu'on se dit quand quelqu'un qui pose les bonnes questions, en fait, les réponses sont souvent très intéressantes, quoi. Ouais, ça c'est un bouquin qui est assez exceptionnel. C'est vrai que comme tu l'as dit, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une qualité d'entretien qui est assez exceptionnelle, qui dû au fait petit aussi, aperçu peut-être des noms: Dario Argento, Nicolas Cage, Jane Campion, John Carpenter, David Cronenberg, Abel Ferrara, Tsoyark, Maurice Jarre, Spike Lee, Michel Legrand, David Lynch, Walter Murch, Ennio Morricone. Enfin, il y en a d'autres. Ça finit par Agnès Varda. Donc on peut saluer aussi déjà l'éclectisme un petit peu de tous les personnes qui sont interviewées. Où là vraiment on a vraiment toute une sorte de gamme, de tout un spectre du cinéma assez large en tout cas, parce que c'est quelqu'un aussi qui a une cinéphilie très très large, Nicolas Saada, qui est quelqu'un qui a commencé en tout cas dans les pages des cahiers du cinéma, et qui faisait partie des premiers à défendre des gens comme Carpenter dans les pages il y avait déjà eu un livre d'entretien, 15 ans d'entretien justement chez les cahiers. Oui, il avait déjà fait ça. Bon, il y a eu un premier tome des questions de cinéma là, qu'on avait déjà un petit peu, qu'on avait chroniqué, qui est vraiment génialissime, ou aussi où Nicolas Saada, qui est vraiment une sorte d'érudit, il était aussi connu pour avoir une émission sur la musique de film sur Radio Nova, et puis pour être réalisateur aussi, et qui est réalisateur également, et qui est aussi quelqu'un qui a vraiment une connaissance non seulement du cinéma, de la musique, mais aussi de beaucoup d'autres arts, et qui peut lancer aussi des cinéastes qui sont parfois aussi des gens qui peuvent être cultivés. C'est pas une obligation et pour avoir être un une conversation cultivé, mais avoir des conversations cinéphiles, mais aussi sur d'autres aspects de leur métier, et aussi au fur et à mesure des entretiens, on voit que lui, ce qui l'intéresse, Nicolas Saada, c'est aussi dans le faire, comment on fait les choses. On sent qu'il se pose des questions lui-même en tant que futur cinéaste, et que ça induit forcément des réponses un petit peu différentes de la part de ses interviewés, de se faire poser des questions par quelqu'un qui peut être aussi lui-même connaisseur de qu'est-ce que c'est de faire un film, quoi. Et du coup, ça donne des qualités d'entretien absolument exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment là, les 2 tomes qui sont sortis tous les deux chez Carlotta, c'est vraiment là des must-have. Et c'est bien dit, c'est entretien et conversation. Oui. Tu vois, c'est pas des interviews, et c'est vraiment des discussions. Et d'ailleurs, le bouquin s'ouvre sur un entretien entre Nicolas Saada et Vincent-Paul Boncourt, donc le patron de Carlotta, sur justement comment ce bouquin arrive, pourquoi il est fait, comment il est fait. Et rien que ce premier entretien est brillant, en fait. La discussion entre les 2 bonhommes est super. Et ça donne, et pareil, encore une fois, ça pue l'amour du cinéma, tout ça, en fait, quoi. Complètement. Il est quelle heure ? Il est temps, c'est ça. Il est temps. Je rappelle donc, voilà, la dimension Walter Hill de Thomas Rivoy, c'est sorti chez Rouge Profond, et on attend avec impatience le prochain ouvrage. Et puis les questions de cinéma de Nicolas Saada, entretien et conversation, c'est chez Carlotta, et on vous le conseille plus que vivement. Là, vous avez de quoi faire pour le reste de l'été, et pour jusqu'à l'année prochaine. On va passer un peu de temps
encore à lire des bouquins, mais on n'attendra peut-être pas pour le Ferrara. J'ai vraiment hâte. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission, bien évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Canal B et puis le lien pour l'écouter sur tous les réseaux que le docteur utilise. Il y aura sûrement la liste des livres en question. On se quitte avec un extrait de Walter Hill, justement, de dernier recours, mon petit chouchou à moi de Walter Hill. Je sais que Thomas Revoy l'aime beaucoup aussi, donc s'il nous écoute, j'espère que ça lui fera plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin. Ciao. Des bisous. Le ranger, il revient quand? Après-demain. Ah. Ça te donnera le temps de tout nettoyer. Nettoyer? Je vais traîner tous les cadavres jusqu'au désert et laisser les vautours se régaler. Ensuite, j'irai à Houston. Même Frank, le croque-mort, quitte la ville. Comment veux-tu qu'une ville continue à vivre sans croque-mort? Et toi, Joe? Tu restes en ville, toi? Non, shérif. Moi, je vais avec lui. Ça va pas, non? Mais si, je veux voir la fin de l'histoire. J'y ai droit.